Donc voici le menu du jour. Je vais d'abord faire beaucoup d'entre vous nous connaissent déjà, donc je vais essayer de passer assez rapidement sur cette partie, mais on va quand même se présenter d'abord, Earthworm, ce qu'on fait. On va vous présenter notre travail bien évidemment sur le charbon, les enjeux qui sont liés à cette matière qui est assez particulière. On va vous présenter également le programme charbon de bois d'Earthworm, son lien aussi avec la déforestation importée, malheureusement, et les analyses données douanières du marché européen et français en 2021. Et ensuite, on vous présentera aussi le résultat de nos analyses de sacs de charbon de bois. Voilà, on a fait le tour de la métropole lilloise, des enseignes GSA, GSB. On est allé acheter les sacs et puis on les a ouverts pour regarder un petit peu ce qu'il y avait dedans. Ensuite, on aura une petite pause discussion de 10 minutes au milieu de la présentation. Vous pourrez réagir sur les sujets qu'on aura déjà vus. Et puis ensuite, on reprendra pour vous parler de notre méthode de calcul d'empreinte carbone et forêt. On vous montrera aussi les nouveautés qu'il y a sur le site AI, qui est notre plateforme qui centralise vraiment tout notre travail autour du charbon de bois. Et ensuite, on terminera par les conclusions et recommandations. Alors, donc aujourd'hui, il n'y a que la moitié de l'équipe, mais c'est pas grave, c'est aussi bien comme ça, c'est un peu plus intime. Donc, Pierre-Olivier, Lucas, Robin et moi-même qui travaillons plus spécifiquement sur les sujets du charbon de bois chez Earthworm. Alors, Earthworm, qui on est? On est une organisation à but non lucratif fondée en 99. On a cette particularité, contrairement à d'autres ONG, de travailler main dans la main avec les entreprises afin de responsabiliser leur chaîne d'approvisionnement. Donc, on travaille sur des enjeux à la fois environnementaux et également sociaux. Et on est présent un peu partout dans le monde. Aujourd'hui, on est 250 personnes réparties dans 18 pays. En général, on se trouve au plus près des enjeux, donc là où il y a de la déforestation, où il y a de la dégradation des forêts et où il y a des enjeux humains aussi qui sont importants. Voilà, donc ça, vous présente un petit peu le travail qu'on fait une fois qu'on entre en partenariat avec une entreprise. La plupart du temps, on travaille sur les valeurs, il y a un gros travail de transparence aussi qui est à faire sur beaucoup de commodités. Donc on commence toujours par ce travail-là et ensuite, une fois qu'on a fait ce travail de transparence, qu'on a identifié où se posaient les problèmes, on va pouvoir réfléchir ensuite à un plan de transformation afin de régler les problèmes sur le terrain. Voici où sont placés nos bureaux. Nous, Pierre et moi-même, sommes rattachés au bureau français qui est situé à Lille. On a aussi maintenant un bureau lyonnais, petite nouveauté. Et on est une trentaine sur le bureau France. Earthworm a commencé au tout début à lutter contre la déforestation à partir de la matière bois, donc le bois tropical plus spécifiquement. C'est pour ça qu'avant on s'appelait Tropical Forest Trust, TFT, on nous connaissait plutôt sous ce nom-là. Mais en 20 années, l'organisation a beaucoup grandi et malheureusement, il n'y a plus que le bois tropical qui est maintenant un des drivers de la déforestation. Il y a aussi beaucoup d'autres matières premières, comme le cacao, comme l'huile de palme, des produits de la mer également, quand on parle de déforestation des mangroves, et le soja aussi, sur lequel on travaille beaucoup au Bureau France. Donc, on essaie de travailler sur toutes ces matières-là. Alors, quand on parle de charbon de bois, en général, avec les beaux jours qui reviennent, quoique aujourd'hui c'est tout relatif, mais on parle aussi beaucoup de barbecue. C'est la période forte du charbon de bois, mais on oublie aussi que le charbon de bois, c'est utilisé dans plein d'autres objets du quotidien, notamment dans l'industrie, avec l'industrie de l'acier. C'est aussi quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans les panneaux photovoltaïques. C'est aussi pour ça que la Chine est un très grand consommateur de charbon de bois, puisque c'est aussi leader sur le marché des panneaux photovoltaïques. On l'utilise aussi pour des médicaments, pour le charbon actif. On l'utilise aussi pour le biochar, qui est un mot que vous devez connaître aussi maintenant et qui revient de plus en plus, puisque ça va permettre comment dirais-je, de convertir du déchet végétal en matière carbonée qui va venir nourrir les sols, retenir l'eau, etc. Donc ça commence à avoir le vent en poupe. Et bien évidemment, on le rappelle aussi à chaque fois, c'est un moyen de cuisiner et de se chauffer pour des centaines de millions de personnes dans le monde. Donc on estime aujourd'hui la production de charbon de bois à environ 52 millions de tonnes par an.
J'ai complètement oublié de lancer le chrono, Pierre. Donc j'espère que tu l'as fait de ton côté. Maintenant, je vais vous parler des enjeux liés au charbon de bois. On les a classés en trois grandes catégories. Quand on parle du charbon de bois, il faut savoir que c'est une matière qui est gourmande en matière première bois. Dépendant de la technologie, il faut entre 4 et 12 tonnes de bois pour faire une seule tonne de charbon. Euh, on arrive à 12 tonnes quand on a une technologie qui est vraiment très, comment dirais-je, artisanale. Et par contre, les meilleures technologies, celles qui sont les plus avancées, avec réutilisation de gaz de pyrolyse, avec optimisation de l'énergie, permettent de réduire ce rendement à 4 tonnes pour une tonne de charbon de bois. On estime aussi entre 2 et 7 les émissions de gaz à effet de serre qui sont liées au bois énergie et charbon de bois inclus. C'est aussi également, c'est le principale chose qui nous concerne, un vecteur de dégradation des forêts et de déforestation. Au niveau social, c'est un secteur dans lequel on peut retrouver du travail forcé, de la violation des droits humains, du conflit d'usage des terres et aussi un secteur où on a aussi pour préoccupation de regarder quelles sont les conditions de travail, notamment en lien avec la santé et la sécurité sur le lieu de travail. Et d'un point de vue économique, donc là, on est sur des problématiques en termes de rémunération, de risque de dépendance du travailleur vis-à-vis de son employeur et une absence de régulation légale. Alors, ces enjeux-là ne sont pas forcément tous les mêmes d'un point de vue, quand on va regarder un pays comme l'Ukraine par rapport à un pays comme la Namibie, on n'aura pas forcément les mêmes enjeux. Donc ces enjeux-là sont plus ou moins importants, niveau social, par exemple, qu'on trouve beaucoup en Namibie, un peu moins environnemental. En Ukraine, c'est les deux, de toute façon. Mais on s'adapte vraiment aux problématiques et au contexte du pays. Pourquoi c'est une matière particulière, le charbon de bois? Eh bien, parce que c'est une matière dont le code douanier n'est pas compris dans le règlement bois de l'Union européenne. Donc, d'un point de vue légal, c'est pas une matière sur laquelle on demande des comptes en termes d'origine, en termes d'essence utilisée pour faire du charbon de bois. Il faut savoir qu'en France, on consomme 1 million de tonnes de charbon de bois, or les capacités, en Europe, pardon, excusez-moi. Or, les capacités de production européennes sont seulement de 300 000 tonnes par an. Donc, je vous laisse sur le calcul. Il y a 700 000 tonnes, donc 70% qui viennent d'ailleurs. Et c'est pour ça que nous, on travaille beaucoup sur la transparence. C'est parce qu'on cherche à savoir d'où ça vient et comment ça a été produit. PO, bah, je te laisse prendre la suite. Merci Antoine. Excellente transition effectivement avec le programme Charbon de Bois de Earthworm que vous connaissez pour la plupart d'entre vous déjà. Et effectivement, comme le disait Antoine, qui, pour lutter contre l'opacité du marché, la non-régulation du marché, a continué d'innover pour plus de transparence. Sur le slide d'après. Donc, c'est vraiment la logique d'Earthworm d'avoir de TFT, puis d'Earthworm, de toujours être dans l'innovation, d'être dans la démarche au-delà de la certification pour innover sur cette matière première et depuis donc, 2014, d'amener un certain nombre d'innovations sur le secteur. On a commencé, pour rappel, hein, on a commencé à faire un test sur ce qu'on appelle le Charcoal Control System, donc notre méthode d'évaluation terrain. On a fait plus de 300 maintenant dans une vingtaine de pays. On est à la 10e version. Puis, on a fait lancer les analyses de SAC en 2014-2015. On l'a étendu à certains marchés. On les a étendus petit à petit. On a étendu de plus en plus. Donc, on a commencé 2015 France-Allemagne, puis on a étendu l'Angleterre, la Pologne, la Belgique, etc. Jusqu'à ce que cette méthodologie analyse de SAC soit également reprise par le WWF et le Tunen Institute. Avant-hier, nous avions donc le webinaire en anglais et donc nous avons aussi eu des échanges lors de ce webinaire avec Tunen Institute et WWF pour essayer de voir comment dans le futur, nous verrons bien, mais comment dans le futur nous pourrions être encore plus collaboratifs dans cette approche d'analyse de SAC. Puis, donc, pour poursuivre l'historique, on a, à partir de 2019,
lancé la plateforme que vous connaissez, charcoaltransparency.org, la première version 2019, des versions nouvelles tous les ans, avec en 2020 l'enquête en ligne qui permet à tout le monde de directement faire sa déclaration de transparence, Et en 2022, on vous présentera les initiatives après. Et j'en dis pas plus, pour garder un peu de surprise pour la suite. Donc, le programme Charbon de Bois, nous travaillons avec ces acteurs pour la plupart depuis plusieurs années. Donc, à la fois la distribution, les importateurs et des producteurs de charbon de bois, répartis de manière à peu près équitable en termes de nombre. Et nous travaillons sur l'ensemble de la chaîne de valeur, sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, en travaillant avec les distributeurs sur le levier des valeurs, et puis après pour engager les différents partenaires pour remonter jusqu'à l'origine du bois et l'origine de la forêt. Vous avez ici un certain nombre d'acteurs qui sont affichés. Il en manque encore, désolé, mais et certains ne sont plus là. Mais voilà pour la plupart une vision globale des partenaires avec lesquels nous travaillons. Le slide suivant, on a la même logique, vision chaîne d'approvisionnement, mais plus détaillée sur les différents leviers et les différentes actions que nous faisons. C'est-à-dire, dans un premier temps, on travaille sur la définition de ce qu'on appelle le charbon de bois responsable, à savoir, bien évidemment, quand on parle de bois, charbon de bois, on parle de matières premières, donc d'origine de bois, donc de gestion durable des forêts. Dans un deuxième temps, vous l'avez compris, on parle de transparence, donc la transparence sur l'ensemble de la chaîne de valeur, ce qui n'est pas toujours le cas avec la certification où on a la certification qui tronçonne la chaîne d'approvisionnement. La vision d'Earthworm est une vision transversale. Troisième élément, c'est le respect des droits humains. Comme Antoine l'a mentionné, le respect des droits humains est essentiel, et d'autant plus maintenant également avec le devoir de vigilance. Et enfin, la technologie, un point très important sur lequel, encore cette année, on s'est attardé un peu plus, on développera après, parce que en fonction de la technologie utilisée, on va permettre de limiter les impacts sur le changement climatique, puisqu'on va récupérer les gaz de pyrolyse pour les réinjecter dans la combustion, et on aura un meilleur rendement, et donc du coup, moins d'impact sur l'environnement de manière globale. Donc ce modèle, le modèle VTTV qu'on a l'habitude de faire, c'est-à-dire valeur, transparence, transformation, vérification, est décliné de la manière suivante. Merci beaucoup Antoine. L'engagement de la distribution vers des valeurs en respectant les 4 critères du charbon de bois responsable, une déclinaison opérationnelle en demandant de la transparence à l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, ce qui permet de faire des analyses de risque qui sont maintenant, grâce à l'enquête, de plus en plus en ligne, c'est-à-dire que les acteurs, la nouvelle manière de scorer sur le site web Charcoal Transparency permet d'avoir l'évaluation en ligne des différents produits concernés. Bien sûr, la partie clé ou la partie où on va vraiment être sur une transformation et des méthodes d'amélioration continue, c'est le travail terrain qui est fait sur place, où on va vérifier l'implémentation et faire l'évaluation de ces 4 critères en donnant toute une série de recommandations parce qu'on a une vision globale et une connaissance particulière des différentes technologies, des différents pays, de la manière dont les différents systèmes de management forestier sont. Bien sûr, lorsqu'on va sur le terrain, on fait également des visites de forêt, la technologie, on va rencontrer les différents travailleurs, on va faire des évaluations aussi avec des travailleurs, des interviews de travailleurs. Donc, on a une vision globale pour essayer de faire une évaluation la plus juste possible qui, après, se retraduit sur le site Internet, sur la plateforme Charcoal Transparency, avec
une nouvelle manière de scorer que Antoine détaillera, et également un accès QR code pour que l'ensemble des consommateurs, donc pas seulement les professionnels comme vous, mais l'ensemble des consommateurs puissent avoir accès à une information la plus transparente possible sur leur chaîne d'approvisionnement. Donc, une démarche, comme d'habitude, vraiment au-delà de la certification, qui change du modèle de certification et qui prend vraiment une vision globale et transversale sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Alors, on a rajouté cette partie-là, puisque c'est le thème aujourd'hui de ce webinaire, en quoi la transparence peut permettre d'avoir un impact positif pour lutter contre la déforestation importée. Pourquoi? Tout simplement parce que nous avons travaillé grâce à nos partenaires et nous avons travaillé et nous avons adressé ce problématique auprès des différentes institutions, donc les différents États membres, le Parlement européen, la Commission européenne, parce que il est toujours incroyable que le charbon de bois n'ait pas de réglementation, ni le UTR, ni la nouvelle loi sur la déforestation importée qui date de novembre 2021. Et donc, on s'est interrogé pourquoi, et on a essayé de comprendre les raisons profondes pourquoi le charbon de bois n'était pas inclus. Deux facteurs importants. Le premier facteur, c'est ce que je vais vous présenter à l'instant, c'est qu'il n'y avait pas d'évaluation de l'empreinte charbon de bois en lien avec la dégradation des forêts et la déforestation importée. Ça, c'était la première chose. Et le deuxième élément, c'était que l'institution pensait que le charbon de bois était difficilement traçable. Quand on connaît les chaînes d'approvisionnement comme Earthworm qui travaillent sur l'huile de palme ou sur le soja, qui sont des chaînes d'approvisionnement beaucoup plus complexes que le charbon de bois, on a aussi adressé ces problématiques pour dire oui, il y a un lien avec la déforestation. Et deux, il est possible d'avoir une transparence, traçabilité pour remonter jusqu'à l'origine de la forêt. Donc, tout ça pour rappeler qu'il y a, comme le disait Antoine, on estime à 70% de la consommation européenne qui est importée et que Earthworm a fait un travail de calcul, d'estimation de l'empreinte de charbon de bois à l'échelle européenne en lien avec la déforestation, la dégradation des forêts, en tenant compte d'un certain nombre de facteurs. Vous voyez ici un résumé de l'évaluation qui apparaît. Donc, on a à peu près 600 000 tonnes d'importation, 650 000 tonnes d'importation, ça varie d'une année à l'autre. Et vous avez à gauche la liste des pays qui sont classés à fort risque de déforestation. Cette classification elle est partagée par un certain nombre d'ONG. Et vous avez ici donc le nombre de charbon de bois en tonnes. Ensuite, vous avez le type de technologie utilisée qui nous permet de faire un calcul de conversion en équivalent bois, charbon de bois. Et en utilisant encore des facteurs de conversion, on arrive à des équivalents en forêt avec une classification. Donc, ça nous donne 13 000 hectares de forêt impactées globalement, 1 million de tonnes de bois, 1 million de tonnes, 200 000 tonnes de bois. Si on inclut l'Ukraine, ce qui n'est pas inclus là, si on inclut l'Ukraine, on monte à 17 000 hectares et je crois 1,7 million 100 000 tonnes de bois équivalent. Voilà, vous avez l'estimation avec l'Ukraine inclus, 17 000 hectares ici. Sur cette présentation-là, ici, vous avez une évaluation, un calcul qui a été fait par la Commission européenne et nous, on a inclus, Earthworm a inclus l'équivalent bois, charbon de bois en import tropical et en incluant l'Ukraine. Donc, vous avez tropical 13 000 hectares, Ukraine 17 000 hectares, ce qui donne une estimation, qui permet de faire une estimation de classification par rapport aux autres matières premières liées à la déforestation importée. Vous voyez en numéro 1 l'huile de palme suivie de très près par le soja. Ces deux matières premières représentent à L2 de 65% à peu près de la déforestation importée, suivent un certain nombre d'autres matières premières.
Et notre estimation, ça reste bien sûr une estimation, pour donner un premier ordre de grandeur, classe le charbon de bois comme une matière quand même importante qui a toute sa légitimité à être inclus dans la loi. C'est ce que nous avons adressé à un certain nombre d'institutions. J'y viendrai plus en détail lors de la conclusion. Pardonne-moi, Pierre, j'interviens un petit peu là, mais je dois te presser un tout petit peu. J'avance. Donc, sur les données du marché français, et on avance sur les données marché français, mais je voulais juste m'arrêter là-dessus, Antoine, parce que c'était assez important de dresser, dresser les choses pour que les décisions après soient bien comprises. Donc, là, je vais passer beaucoup plus vite sur ces slides-là. Vous l'avez vu, 70% d'importation, 30% de production moyenne au niveau de l'Europe. Et les autres pays sur ces importations-productions, sur le slide suivant, nous avons donc les pays plus gros importateurs sont l'Ukraine, la Namibie, Cuba et Nigeria, qui représentent plus de 60% des importations. Donc, au fur et à mesure des années, nous sommes allés beaucoup en Ukraine, en Namibie. On a essayé de mettre en place, de réduire les importations liées au Nigeria. Pourquoi? Parce que tout simplement, aussi, le Nigeria, depuis 2015, interdit les exportations de charbon de bois, alors que les importations de charbon de bois en Europe continuent. Donc, d'un point de vue légal, au niveau Nigeria, il est interdit d'exporter du charbon de bois parce que ce pays a des problèmes pour lutter contre la déforestation. Et pourtant, certains pays de l'Europe continuent d'importer. Slide suivant, s'il te plaît. Donc, juste s'arrêter ici sur l'Ukraine rapidement, parce qu'on est dans une situation particulière. Avec la guerre, les activités ont été suspendues, forcément, puis elles ont repris. L'activité de charbon de bois reprend en Ukraine, sur l'ouest, mais avec des difficultés majeures liées aux difficultés logistiques et bien évidemment aux difficultés de main-d'œuvre. Mais pourtant, l'activité reprend. Donc, les données douanières de 2021 montrent que les exportations ont continué. Sur l'année 2022, bien sûr, on a peu de visibilité, mais on peut s'attendre forcément à une baisse significative en 2022. Et il est difficile de faire des prédictions sur la situation de l'Ukraine, bien évidemment. Et notre message ici, c'est bien évidemment de continuer à soutenir les producteurs ukrainiens qui peuvent produire de manière responsable. Il y en a certains qui le font. Ici, on s'arrête juste un petit peu, et je vais essayer d'aller assez vite sur le focus sur le charbon de bois namibien avec la chaîne d'approvisionnement. On voulait s'arrêter ici parce que le charbon de bois namibien représente à peu près un quart des importations européennes, avec un secteur qui est assez important, beaucoup de travailleurs qui travaillent dans des fermes, des travailleurs pour la plupart migrants, travaillent dans des fermes qui accueillent ces travailleurs dans leur ferme avec des conditions de vie spartiates. Et après, ce charbon de bois est ensuite ensaché, puis importé et livré aux différentes enseignes et aux différents partenaires. L'enjeu ici, ce qu'on a constaté, c'est que si l'Ukraine reste un pays à risque lié au bois illégal et à la déforestation particulièrement, la Namibie n'est pas sur la même configuration puisque on a un phénomène de buissons invasifs, donc d'essences invasives. C'était un pays de savane arborée. Les essences invasives croissent de manière significative sur le territoire namibien, c'est pourquoi on considère que la Namibie est une réserve de biomasse intéressante, dans la mesure où, et là j'insiste, c'est couvert par le certificat FSC, qui d'un point de vue gestion durable de la biomasse, fait un bon travail. En revanche,
il y a des enjeux importants sur les enjeux sociaux en Namibie. On voulait juste, vous voyez en haut à gauche, on a juste voulu adresser la problématique répartition de la valeur. 14% de la valeur du prix va aux travailleurs et aux fermiers ensemble, la partie FSC. Or, l'implémentation du système FSC en Namibie demande beaucoup d'investissements en termes d'équipements de protection, en termes d'accommodation, en termes d'habitat, et c'est un moyen de structurer le secteur. Or, le prix payé au FSC est beaucoup trop bas pour permettre à ceux qui vendent du charbon de bois FSC, notamment les fermiers, de financer ces activités. Donc, il faudrait que le prix FSC soit vraiment compétitif et on encourage les acteurs à investir et à supporter ces initiatives-là. Slide suivant. Je vais aller beaucoup plus vite maintenant. Donc, on voit une augmentation des exports de charbon de bois qui sont à peu près équivalents, qui sont équivalents à 200 000 tonnes. Donc voilà, on est quand même sur des parts significatives et on a travaillé beaucoup ces dernières années sur la configuration ferme, particulièrement l'année dernière, pour adresser les problématiques sociales et faire un gros focus social et essayer de voir en quoi cela permettait quelles étaient les réelles problématiques sociales dans les fermes. Donc, d'un point de vue récapitulatif, donc on est parti avec 3 partenaires en novembre 2021. On voulait juste vous donner quelques données sur ce rendu terrain. Toutes les fermes qu'on a vues étaient FSC, donc 19 fermes FSC. Très peu étaient en accord 100% avec le standard. Ça arrive très souvent. Il y a des écarts entre le standard et l'implémentation sur le terrain. Et donc, beaucoup avaient des problèmes liés aux travailleurs angolais, au contrat de travail, à l'assistance médicale et également, on va dire, le mécanisme de complainte qui n'était pas tout à fait cohérent. Donc, nous, notre point, c'est de dire on soutient le déploiement du FSC en Namibie de manière très claire. En revanche, il y a des carences très importantes sur la mise en œuvre, la formation et le contrôle qui doivent être impérativement renforcés parce que si ce n'est pas le cas, il y a des cas de violation de droits humains dans certaines fermes FSC. Et donc là, un vrai travail de contrôle est à mettre en place. C'est pourquoi on dit renforcer, on pousse au renforcement du système FSC en Namibie. Donc, il y a une réelle valeur ajoutée pour les fermiers FSC et pour les travailleurs FSC, à condition que les standards soient bien respectés et à condition que l'ensemble de la chaîne de valeur favorise ce système. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Et je crois que maintenant, je peux te laisser la parole, Antoine. Merci Pierre. Donc là, toutes les données qui vous ont été présentées, c'était sur le marché européen. On fait un petit focus un peu plus spécifique sur le marché français. Donc les importations françaises en 2021, c'était 81 000 tonnes, avec une grosse part pour la Belgique. Alors, d'année en année, ça reste une part importante, mais ce qui est, comment dirais-je, important avec la Belgique, il faut savoir que c'est un pays qui ne produit pas de charbon de bois, mais qui en est lui-même un importateur. Les importations de France depuis la Belgique représentaient à peu près 24 000 tonnes. Voilà, on retrouve après Pologne, Allemagne dans une moindre mesure. Donc ça, c'est pour vous montrer un petit peu d'où la France, au
au fil des années, importait son charbon de bois. Donc, on garde cette vision-là depuis 2013 jusqu'aujourd'hui. Comme vous voyez, il y a eu, ça a pas mal bougé. Alors, la Belgique représente une énorme part, vous la voyez tout à gauche. Il y a des pays qui étaient prédominants aussi dans les importations françaises, comme la Lituanie et le Nigeria, qui ont dégringolé au fil des années, notamment pour le ban sur l'exportation de charbon de bois au Nigeria. Et à l'inverse, bien évidemment, la nature a horreur du vide. Donc, quand il y a de la place qui se fait quelque part, bah forcément, ça laisse l'opportunité à d'autres pays d'exporter leurs produits, notamment la Pologne, l'Ukraine et la Namibie. Ensuite, donc, pour, alors, pour reparler du cas de la Belgique, au final, vu que ça représente une énorme part dans les importations françaises, c'est aussi intéressant de creuser un petit peu ce qui se passe en Belgique. La Belgique n'étant pas productrice de charbon de bois ou très peu, donc on s'intéresse aussi beaucoup à ce que la Belgique importe en charbon de bois. Donc là, on voit un petit peu l'évolution aussi au fil des années. Donc, comme vous voyez, un petit peu comme pour la France, le Nigeria représentait une énorme part en 2013 et donc c'est effondré au fil des années pour ne presque plus rien représenter aujourd'hui. Tandis que ça a fait la part belle à la Namibie qui, elle, a augmenté x22 ses exportations vers la Belgique. En Ukraine, aujourd'hui, on est de retour à peu près au niveau de 2013. Il y a eu d'abord une forte phase de croissance, puis une diminution ensuite sur les 3 dernières années. Et l'Indonésie qui est toujours présente, sur lequel aussi on fait attention puisque en général l'Indonésie, donc c'est du bois tropical et donc c'est forcément pour nous un warning supplémentaire sur ces importations. Et donc aujourd'hui, il y a 4 pays qui représentent 74% des importations belges. Alors, en couplant les importations françaises et les importations belges, par une opération juste de re-répartition des importations, vu que la Belgique importe elle-même quasiment tout son charbon de bois, on peut aussi se dire, bah voilà, en cumulé, si on prend les importations de la Belgique, qu'est-ce que ça donne au niveau des pays qui exportent leur charbon de bois en France? Et donc, quand on regarde un peu les origines réelles, vous voyez un petit peu donc les imports directs de Belgique avec comment dirais-je, tout à gauche, donc la Belgique et l'Allemagne qui ne sont pas productrices. L'Ukraine et la Namibie ainsi que l'Indonésie représentent une énorme part dans les importations françaises. Donc au final, quand on répartit ces importations-là, on arrive avec l'Ukraine, la Namibie, la Pologne et l'Indonésie qui représentent près des 3/4 des importations en charbon sur le sol français. Et donc ça, c'était pour donner un petit peu de perspective par rapport aux origines réelles qu'on estimait en 2015 et celles qu'on a aujourd'hui. Il y a eu vraiment un déplacement du marché. Le Nigeria avait une part énorme de 37% dans les imports français. Aujourd'hui, ça s'est déplacé sur l'Ukraine, sur la Namibie, sur la Pologne et l'Indonésie. Donc il y a vraiment eu un déplacement du marché. Et ce dernier tableau pour vous montrer un petit peu la production aussi en France, qui était pas en chute libre non plus, mais qui diminuait depuis les années 2010 jusqu'en 2016. Là, on revoit un phénomène de relocalisation de la production, puisqu'aujourd'hui, l'appareil de production français augmente sa capacité de production. Et là, on estime qu'en 2021, on était à 53 000 tonnes de production française sur le charbon de bois. Ceci est dû bien évidemment à la relocalisation avec le contexte géopolitique actuel et aussi à des investissements qui ont été faits dans des appareils de production assez modernes en France. Et aussi au soutien je me permets juste Vas-y, d'ajouter, vas-y. Antoine, et aussi au soutien des enseignes qui ont soutenu les producteurs, qui ont permis justement à ces producteurs
français d'investir. Ils se reconnaîtront. Et on passe du coup à l'analyse de sacs de charbon de bois, qui est notre traditionnel moment où on fait le tour des enseignes pour aller acheter les différents sacs de charbon de bois afin de regarder un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, on a une méthode mise en place depuis un certain nombre d'années maintenant, où on va donc ouvrir les sacs, mesurer la densité apparente. On va observer, on va passer du temps aussi à observer les morceaux de charbon qui sont dans ces sacs par des reconnaissances visuelles, en regardant les cernes de croissance, les vaisseaux aussi qui sont toujours apparents même après la carbonisation. On peut déterminer les essences tempérées, tropicales, qui sont dans les sacs, qui sont présents dans les sacs. Et ensuite, on analyse ces résultats-là. Donc, depuis 2015, on tourne entre 60 et 90 sacs. Aujourd'hui, donc là, cette année, on a fait 96 sur le cumulé en Europe et on a fait 32 en France plus spécifiquement. On regarde tout sur les sacs, pas seulement ce qu'il y a dedans, mais aussi ce qu'il y a décrit dessus. Donc, on va regarder la provenance, on va regarder les essences lorsqu'elles sont indiquées ou pas, et le numéro de certificat lorsqu'il est indiqué aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a observé cette année? Ce qui est surtout important de voir aujourd'hui, et c'est un petit peu en lien avec le manque de transparence qui est inhérent à ce marché, c'est de voir le graphique qui est tout à droite, enfin les barres qui sont tout à droite. Au niveau des origines, c'est de voir un petit peu à quel point on a encore une part non négligeable des sacs sur lesquels l'origine du bois n'est même pas indiquée. Ça représente plus d'un sac sur deux. Ça fait 7 ans qu'on fait cette analyse-là, donc on commence aussi un peu à voir que le problème reste pas intact, puisqu'il y a eu des améliorations, et puis là, en fait, on est reparti sur une tendance à la hausse. Donc, sur les sacs, l'origine pays n'est toujours pas clairement mentionnée. Et on voit aussi que au niveau origine France, on augmente un petit peu, mais ça c'était en lien avec ce qu'on vous disait juste avant, à savoir que l'augmentation de l'appareil productif français augmente aussi sur le charbon. Au niveau du type de bois, donc on regarde entre le tempéré, le tropical et puis lorsqu'on a du mélange. Donc aujourd'hui, on arrive avec une grosse majorité de bois tempéré dans les sacs, de ce qu'on observe, donc 80%. Et on a une légère augmentation de présence de bois tropicaux, plutôt d'origine subtropicale, avec l'acacia mellifera d'origine de Namibie, ce qui est aussi logique puisque on a beaucoup d'imports namibiens. Et puis on a eu aussi cette année un cas de suspicion de mélange tempéré tropical, qui est pour nous toujours un point d'alerte, puisque en général, quand on mélange les deux essences, c'est qu'à un moment donné, on cherche aussi à cacher quelque chose. Et donc nous, on met des alertes sur sur ce genre de pratique. En termes de certification, donc ça, les données aussi 2022, on est un peu moins de la moitié des sacs qui sont certifiés, et donc on est à 52% de sacs non certifiés. Euh, pour rappel, nous, et pour revenir un petit peu sur ce que disait Pierre sur la Namibie et sur le FSC, pour nous, la certification reste un outil. Mais c'est pas une fin en soi, donc c'est un outil qui doit être considéré, mais qui doit aussi pouvoir évoluer dans le temps, pouvoir revoir ses standards et être plus exigeant. En tout cas, nous, c'est ce qu'on essaie de faire à chaque fois quand on examine les sacs, quand on examine les provenances, quand on examine les chaînes d'approvisionnement. Le certificat, la certification est une des composantes de ce qu'on va examiner, mais en aucun cas on va se cantonner à regarder si c'est du FSC 100%, du FSC mix, etc. Et de toute façon, en général, ce genre de choses, enfin, on est vraiment dans un esprit aussi de co-construction. Les recommandations qu'on peut faire sur nos analyses, on les fait aussi au FSC lorsque des problèmes sont constatés, comme les aspects sociaux qui sont très importants en Namibie. C'est aussi pour essayer de faire évoluer ce standard, pour essayer de faire évoluer la certification en prenant en compte tous les enjeux qui sont présents dans les pays où le FSC est présent.
Et nous aussi, la traçabilité, on essaie de vraiment la faire, du début, du fournisseur de rang 1 jusqu'à l'origine forêt. Donc la certification peut nous aider à y voir un peu plus clair, mais en tout cas, nous, on essaie d'aller creuser par nous-mêmes, hein, pour voir ce qui se passe sur le terrain. Heu, on est à peu près dans les temps pour, notre première session de questions-réponses. Si vous voulez réagir, aux choses qu'on vient de vous présenter, je vais, couper l'enregistrement et puis, je vais le suspendre tout simplement. Et si vous souhaitez réagir, poser des questions, n'hésitez pas, on est là pour y répondre. Et Pierre, c'est à toi. Merci Antoine. Alors, une des innovations que Earthworm amène sur le secteur du charbon de bois cette année, c'est cet outil, Charcoal Control and Forest Footprint. Donc, en gros, c'est le calcul de l'empreinte carbone, on va dire, du sac de charbon de bois, en tout cas, d'un système de mesure de l'empreinte carbone du charbon de bois. Alors, pourquoi on a fait ce travail? Parce que jusqu'à 80% des gaz à effet de serre du charbon de bois sont dus à l'approvisionnement non durable en bois et à la technologie. Donc, et aussi, un point essentiel, c'est que le charbon de bois, comme l'a indiqué Antoine en enjeu, en introduction, ça peut correspondre d'un point de vue global, bois de feu inclus, attention, hein, entre 2 à 7% des émissions de gaz à effet de serre émises par l'homme. Donc c'est significatif. Tout ce que nous pouvons faire à l'heure actuelle pour réduire l'impact carbone est bon à prendre. Donc l'idée d'avoir commencé à inclure, à adresser cette problématique là aujourd'hui, c'est pour dire faites attention à l'empreinte carbone de vos sacs de charbon de bois et essayez de mettre ce que vous pouvez, faire ce que vous pouvez pour réduire cette empreinte. Donc plusieurs éléments sont pris en considération dans ce calcul. La gestion non durable de la forêt, la technologie à faible rendement. Quand on a des technologies qui rejettent du gaz de pyrolyse, on a besoin de plus de bois pour produire la même quantité de charbon de bois. Et aussi, on va émettre notamment du méthane et on va émettre des gaz qui accélèrent le changement climatique. Donc c'est important, c'était très important pour nous de faire ce travail de calcul là-dessus. Donc la manière dont on a calculé cette empreinte, cet indicateur, on l'a calculé par tonnes de CO2 par tonne de charbon de bois. On a calculé une estimation sur deux aspects. Tout d'abord, sur les émissions liées à l'exploitation forestière et les émissions de transport, donc tout ce qui concerne le cas de la forêt, avec les différentes origines du bois, les différentes essences de bois liées aux risques associés au pays. Donc un vrai travail vraiment très précis et très poussé sur la forêt et sur les émissions liées à la forêt. Et une deuxième composante qui sont les émissions liées au processus de production, ce qu'on appelle le scope 1, c'est-à-dire la transformation du bois en charbon de bois, qui là rejette des émissions de gaz à effet de serre importantes. Et du coup, on a estimé que 80%, je répète ici, mais c'est 80% des émissions sont liées à ces deux composantes-là. C'est pourquoi on a vraiment focalisé notre travail d'évaluation, c'est une estimation, c'est une évaluation, pour donner un ordre d'idée à la filière de l'empreinte carbone des différentes origines, des différents produits qui sont présents sur la plateforme. Donc on a créé cet indicateur sur la plateforme Charcoal Transparency Initiative. Et voilà, ça permet ici d'avoir une estimation en fonction des différentes voilà, il y a plusieurs échelles. Donc là, c'est une première échelle qui permet de voir
au niveau de la forêt, au niveau de la technologie et au niveau de la conversion, au niveau du calcul, les technologies à haut rendement et locales, les technologies non locales mais avec un bon rendement, les technologies non locales au rendement faible et les non locales liées au risque de coupes illégales, donc liées aux problèmes de bois, aux problèmes de gestion durable de la forêt et aux zones de déforestation. Donc voilà, globalement, A, B, C, D, E, 5 critères sur le slide suivant qui vous permettent de voir un niveau de faible empreinte carbone qui se retrouve sur la plateforme, un niveau empreinte faible, moyenne, élevée et très élevée. Alors pour donner un ordre d'idée, on a mis 2-3 comparatifs pour qu'on puisse savoir, ben voilà, A, ça correspond à peu près à la combustion de 2 kg de bois, et E, ça correspond à 400 grammes de steak. Voilà. Sachant que le steak est quand même, le bœuf est quand même un des produits qui est les plus émetteurs de gaz à effet de serre, comme vous le savez par ailleurs. Donc voilà une estimation. Cette estimation, elle est maintenant incluse sur la plateforme. Et donc, on a un nouveau score sur la plateforme qui s'affiche. Et donc, je crois que la transition est toute trouvée pour toi, Antoine, de compléter là-dessus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat et on poursuivra ces questions à la fin de nos discussions. Alors, on passe aux nouveautés de notre plateforme. Alors, pareil, je pense qu'il y a pas mal de gens dans l'audience aujourd'hui qui connaissent. C'est notre site internet, le charcoaltransparency.org, qui est vraiment l'outil qui nous permet de centraliser tout le travail qu'on effectue en termes de transparence, en termes de visite terrain, etc. Je vais rentrer un petit peu plus dans les détails dans d'autres slides pour que vous puissiez comprendre tout ce qui s'articule autour de cette plateforme-là. Cette plateforme, elle est à la fois dédiée aux consommateurs qui sont en mesure de pouvoir faire leur propre recherche d'un produit, même de scanner un QR code d'un produit et de le retrouver sur la plateforme avec nos différents systèmes de notation. Et c'est également une plateforme qui permet, dans une dimension plus B2B, comme on dit, aux entreprises et aux producteurs de charbon de bois de pouvoir entrer leurs références. Donc là, par exemple, on est on a un nouvel affichage de l'évaluation. Aujourd'hui, on est sur un système c'est quelque chose qu'on voit pas mal dans notre quotidien, notamment au niveau de tous les aliments, etc. Même les voitures aujourd'hui s'y sont mises. Donc on a fait un système de notation de A++ jusque E, qui est une agrégation de 3 différents scores. Ces 3 scores-là sont pour le plus important, c'est l'observation terrain, qui représente 60% de la note, la transparence 20% de la note, et la note carbone que vous a présenté Pierre juste à l'instant, qui vous présente 20% de la note. Tout ceci nous donne donc cette note globale. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière chacun des éléments? Sur les 3 grands piliers qui composent la note, on a des systèmes d'évaluation, on a un livrable qui correspond à chacune de nos notations. Pour l'observation terrain, qui est pour nous le moyen ultime de pouvoir vraiment attester de ce qui se passe sur la réalité du terrain et de la confronter avec la réalité documentaire, c'est notre outil qu'on appelle donc le Charcoal Control System, donc qui a un rapport qu'on va faire sur un site de carbonisation, sur une ferme qui va employer des travailleurs pour faire du charbon de bois. Ce rapport-là évalue les 4 grands piliers, donc la gestion de la ressource, de la matière première, les droits du travail, la santé, la sécurité au travail, la transparence et le process de production. Tout ça, c'est converti en pourcentage et qu'ensuite, on va convertir dans une note, là pour le coup, A++, puisque les pourcentages sont très élevés.
Ce rapport-là, CCS, c'est vraiment un travail qu'on mène. On va passer une journée entière sur le terrain à examiner les opérations du site de production, comment dirais-je, à regarder toute la partie documentaire, à comprendre ce qui rentre comme matière, ce qui en sort, comment le processus de production est articulé. On va vraiment suivre toute la chaîne de production depuis l'arrivée de la matière première bois jusqu'à la sortie en sachet. On va aussi passer du temps avec les travailleurs à l'écart pour pouvoir récolter aussi leur point de vue. On va bien évidemment passer du temps avec le responsable du site de production. Et tout ceci nous mène à donc ce rapport qui est vraiment un rapport détaillé sur la réalité de ce qui se passe sur le terrain et dans l'unité de production. La partie transparence, qui représente 20% de la note globale, c'est l'enquête qu'on mène chaque année. C'est une enquête à laquelle peuvent répondre les producteurs de charbon de bois sans problème. Enfin, on relance l'enquête régulièrement, qui est vraiment pour nous la première étape et qui montre aussi un engagement des acteurs de l'industrie à apporter de la transparence sur leurs produits. C'est un questionnaire très simple d'une trentaine de questions avec également un fichier Excel sur lequel on demande une déclaration ou en tout cas une description de la chaîne d'approvisionnement depuis le site du fournisseur jusque la matière première bois, les forêts dans lesquelles elle se situe, qu'est-ce que c'est comme type de matière, est-ce que c'est de la grume, est-ce que c'est de la connexe de scierie, et tout ce qui va se passer entre ces deux maillons-là, c'est-à-dire le site de carbonisation, le site d'ensachage. Donc ça, c'est vraiment les premiers éléments qui sont hyper importants pour nous, nos deux gros travaux pour apporter de la transparence sur le marché. Et la dernière composante, qui est la note carbone que vous a expliqué Pierre, qui est aussi disponible. Là, on vous a fait vraiment une brève introduction de la note carbone, mais on a aussi un document qui explique comment on calcule en plus détaillé, bien évidemment, cette note carbone et forêt. Ensuite, pour vous apporter de la transparence sur ce que nous on fait, hein, puisque c'est bien d'en demander, mais c'est aussi bien de vous en fournir. Voici les échelles de notation qu'on s'est situées. Donc, comme vous le voyez, à partir du moment où on remplit l'enquête de transparence, déjà, on se situe sur une note C, qui est pour nous une note moyenne, même si l'observation terrain n'a pas été faite, même si la note carbone n'a pas été effectuée. On souligne l'effort qu'a fait le partenaire en déclarant déjà ces informations de chaîne d'approvisionnement. Si elles sont bien déclarées, on atteint assez vite une note de C. Et après, tout le reste qui vient, c'est vraiment en se déplaçant sur le terrain, en notant l'empreinte carbone du produit. Mais comme vous voyez, entre du A++ et puis du B, on est quand même sur des standards qui sont très, très élevés. Juste Ouais, vas-y. sur le C, ça ne veut pas dire. Enfin, quand on remplit l'enquête, on n'est pas systématiquement C. Hein. C'est vraiment si vraiment on est parfaitement bien transparent, qu'on a bien vérifié, que les risques associés sont assez faibles et que la vérification est possible ou que si on peut croiser des chaînes d'approvisionnement qu'on connaît. Sinon, la note sera D, voire E en fonction. Voilà. Mais vraiment, on encourage les acteurs à s'inscrire là-dessus, s'inscrire sur la plateforme et répondre à l'enquête. Voilà. Juste la petite précision que. Ouais, non, mais tu as raison, ça pouvait prêter à confusion. Ensuite, donc ça c'est notre comparateur de produits. Donc on affiche sur le site également les différents scores, donc le score terrain, le score de transparence, le score carbone et puis le score global également, pour pouvoir confronter les différents produits entre eux. Et on peut également l'extraire sous format Excel. Pour les produits sur lesquels on a un engagement qui est très important, où on a toutes les données, que ces données ont été vérifiées
qu'elles ont été évaluées bien évidemment et qu'on y a apporté notre, comment dirais-je, notre vision et qu'on a pu évaluer si la gestion forestière était bonne, les conditions de travail étaient bonnes. Bref, tout ce qu'on a pu vous décrire avant, quand on arrive sur des standards qui sont très élevés comme ça, on donne la possibilité aux partenaires de pouvoir communiquer sur l'histoire du produit, puisqu'on l'a nous-mêmes nous constaté. Donc, on permet aussi aux producteurs de pouvoir renseigner tout ça, donc depuis la matière première jusqu'au distributeur. Donc ça, c'est pour revenir un petit peu sur l'enquête de transparence, même si j'en ai déjà parlé. Tout ça, là, l'enquête de transparence, c'est vraiment quelque chose qui est accessible à n'importe quel nouveau venu, entre guillemets. On peut y répondre à n'importe quel moment. Nous, on reçoit après ces éléments-là, qu'on passe un petit peu de temps à observer et analyser. Et en général, le process, c'est une fois qu'on a analysé, on envoie au producteur la notation provisoire. Si on a besoin de plus de clarté, si on a besoin de plus d'éléments, on les demande aussi directement à l'entreprise pour pouvoir ajuster cette note. Et ensuite, le process, c'est de publier quelques semaines plus tard le produit sur la plateforme. Et comme le disait très justement Pierre, si tout ce processus-là s'est fait de façon très transparente et de façon correcte, avec, encore une fois, pas de risque majeur identifié, il est assez facile d'obtenir une note de C sur le site. Donc ça, ce sont les différentes étapes. La déclaration d'infos, la mise en ligne que nous, on reçoit ensuite. On a une petite alerte qui nous dit, voilà, de nouveaux produits ont été déclarés sur la plateforme CTI. Ensuite, on va analyser ces données, on obtient un score et ensuite, on rend visible sur la plateforme. Et grosse nouveauté aussi de cette année, la plateforme était déjà disponible en 3 langues, français, anglais, allemand. Elle est désormais en version espagnole. Du moins bientôt, on communiquera dessus un petit peu plus tard, puisqu'on est encore en train d'ajuster certains textes. Mais en tout cas, la version espagnole sera disponible, ce qui permet de reconnecter tous les pays qui sont hispanophones. Voilà. Pierre, je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose, mais sinon on passe à la suite. Oui, oui, merci Antoine. La version est en ligne actuellement. Donc, après, les données marché ne sont pas encore inclus. Les produits espagnols ne sont pas encore inclus. Et ça devrait être fait cet été. Donc, à partir de 2023, la version espagnole sera vraiment lancée. Et comme tu le disais tout à fait, Antoine, ça va aussi permettre d'ouvrir aussi cette démarche pour demander plus de transparence aussi aux pays sud-américains et également peut-être aussi de travailler sur la partie configuration cubaine, puisqu'elle, d'un point de vue gestion de la biomasse, est à peu près similaire à la Namibie. On va tout doucement conclure avant deux slides, deux éléments importants à communiquer avant de conclure. La première chose, c'est la proposition de loi européenne pour l'inclusion du charbon de bois contre la déforestation et la dégradation des forêts. Donc, comme on l'a déjà évoqué, on a adressé c'est l'évaluation d'empreintes charbon de bois en lien avec la déforestation importée aux 3 institutions européennes principales. Grâce à un partenaire, on a pu rencontrer et discuter, faire des réunions avec ces acteurs pour adresser, en tout cas éveiller les consciences à le lien entre charbon de bois et déforestation importée, adresser des données tangibles, techniques, prouvées, donc ce que je vous ai présenté tout à l'heure, à savoir l'estimation et la comparaison entre les différentes commodités et le charbon de bois en lien avec la déforestation importée, les fameuses empreintes. Également, amener des éléments complémentaires sur la possibilité de tracer le charbon de bois à partir du moment où on a identifié de manière claire
le lieu de carbonisation, c'est-à-dire le lieu où le charbon de bois est transformé, le lieu où le charbon de bois est produit, le lieu où le bois est transformé en charbon de bois, c'est là où on reconnecte avec la forêt. Et donc, ce travail a été fait depuis plusieurs mois maintenant auprès de la Commission européenne, auprès de plusieurs députés du Parlement européen et aussi auprès d'un certain nombre de commissions environnement, et donc du coup de ministères environnement d'un certain nombre de pays pour que le charbon de bois qui n'était pas inclus dans cette loi pour lutter contre la déforestation importée soit inclus dans cette loi. Alors, jusqu'à hier, je peux maintenant vous communiquer cette information, qui n'est pas encore complètement validée puisqu'on n'a pas le texte officiel, mais il y a de fortes chances pour que le Conseil européen, c'est-à-dire les États membres, soutiennent l'inclusion du charbon de bois dans la loi pour lutter contre la déforestation importée. Ce qui impliquera potentiellement, d'ici quelques mois, un certain nombre de réglementations et de démarches de transparence à amener pour prouver l'origine du charbon de bois qui est importé en Union européenne. Nous verrons bien ce qu'il en est, mais voilà en tout cas, on voulait ici partager un certain nombre de travaux qui ont été menés par Earthworm, coordonnés avec d'autres, pour voilà, informer les institutions sur l'inclusion du charbon de bois dans cette nouvelle réglementation. Deuxième élément qu'on voudrait aussi partager avec vous et qui est en lien, c'est qu'au niveau européen, l'engagement, tous les distributeurs ne sont pas au même niveau d'engagement que le distributeur français. J'en profite ici pour remercier l'engagement depuis des années des distributeurs français qui ont été pilotes pour engager cette démarche de transparence, ce qui a permis, comme le montrait Antoine, de permettre de la relocalisation, d'avoir un impact positif sur les forêts, d'avoir un impact positif sur le climat et également de soutenir des actions de responsabilisation dans d'autres pays, la Namibie, l'Ukraine, pour essayer de limiter les risques associés. Ce travail a porté ses fruits et on souhaite également en donner une étape stratégique plus importante en s'inspirant du travail qui a été fait sur le soja, que Earthworm porte aussi avec le soja, où là, le soja, c'est différent. Ils ont commencé par un manifeste pour ensuite engager une démarche pour développer des outils qui s'appellent zéro déforestation et conversion. Et là, on va adresser un manifeste charbon de bois la plupart des distributeurs et des producteurs importateurs européens pour s'engager vers du charbon de bois responsable. On va demander, finalise la rédaction de ce document courant du mois de juillet. Il sera diffusé à signature et engagement en août, septembre, octobre, avant une diffusion publique et une communication publique à l'ensemble des partenaires. Voilà, ce qui ira de pair également, ce qui sera tout à fait concomitant avec la loi sur le devoir de vigilance en France et également en Allemagne, la loi sur le devoir de vigilance se renforce également en Allemagne. Donc, tous ces cadres réglementaires vont aussi, ça va permettre aussi à un certain nombre d'enseignes de dire, OK, maintenant on a compris et on s'engage encore un peu plus loin dans la démarche. Enfin, pour conclure, donc rappeler un petit peu que le charbon de bois est lié au réchauffement climatique, qu'il est important de prendre en considération, on demande aux différents acteurs de la filière de prendre en considération les moyens de limiter leur impact carbone en lien avec la production de charbon de bois, que également on demande aussi aux acteurs de bien évidemment de s'engager pour lutter contre la déforestation importée via le manifeste
et également via la transparence. Sur le marché français, on est déjà très avancé. Un deuxième point, c'est que, comme le rappelait également Jean-Baptiste dans la question, on encourage les acteurs à être transparents. Le marché français est quand même assez transparent avec toutes les avancées qu'il y a eu. Donc, dites l'origine, mentionnez les origines sur les sacs, inscrivez les origines sur les sacs. Vos chaînes d'approvisionnement peuvent être contrôlées, vérifiées, et le consommateur doit être informé de l'ingrédient, de son produit, donc des essences de bois qui sont liées à son charbon de bois. Ça, on le rappelle parce qu'à l'heure actuelle, après 8 ans, 9 ans de travail d'Earthworm sur le secteur est à 50% de non indiqués, on peut mieux faire, clairement. Je t'interromps 30 secondes pour aller presser un peu le pas, si on veut avoir un Oui, tout petit peu de ouais, temps ouais, pour on le débat. arrive. Je suis sur la conclusion. 2 minutes. Euh, enfin, rappeler quand même que il y a la guerre en Ukraine qui transforme un peu le marché. Quand on avait le marché européen est un peu altéré, la production en Ukraine continue. On soutient les producteurs engagés qui continuent. Et on rappelle aussi que la partie Namibie est aussi le marché namibien est aussi un bon moyen d'approvisionner du charbon de bois, à condition d'un engagement aussi au niveau des conditions sociales. Les recommandations, pour finir, une partie a déjà été mentionnée, demander de la transparence avec les essences de bois à l'origine, le lieu exact de carbonisation, encourager les acteurs sur la réduction de l'empreinte carbone, amener également signer le manifeste lorsqu'il sera communiqué, et également l'inclusion du charbon de bois dans la loi pour lutter contre la déforestation importée. Donc, merci à tous